bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. La sanction est tombée, l'imam de Vénissieux, dont les propos sur le châtiment des femmes avaient provoqué un tollé, a été expulsé ce matin vers l'Algérie. Une affaire qui confirme la détermination des autorités françaises. Il s'agit de la 12e expulsion de ce genre en moins de 10 mois. Le chaos dans le sud de l'Irak, l'attaque de 3 commissariats a fait 68 morts à Bassora, une ville jusque-là relativement épargnée. Et puis c'est maintenant la Pologne qui s'interroge à voix haute sur le retrait de ses troupes de la coalition. En France, faut-il revoir à la baisse le budget de l'armée pour cause de rigueur? La controverse éclate au grand jour au sein même du gouvernement. Nicolas Sarkozy demande le gel d'1 milliard d'euros de crédit au ministère de la Défense. Le casse-tête de la loi sur le voile à l'école. Le projet de circulaire a été rendu public. Le bandana pourrait être accepté s'il n'est pas revendiqué comme un signe religieux. Trop flou, trop confus, proteste le principal syndicat d'enseignants. L'adieu aux gueules noires, le dernier puits de charbon français en activité fermera officiellement après-demain, celui de Creutzfeldt en Moselle, la fin d'une histoire de 150 ans. Enfin, le festival de Cannes sous pression, les intermittents ont perturbé l'annonce de la sélection. 18 films, les frères Cohen, Emir Kusturica, mais aussi Agnès Jaoui ou Olivier Assayas. D'abord donc le sort de l'imam de Vénissieux, Abdelkader Bouziane. Après ses propos jugés scandaleux sur le châtiment des femmes, il a été embarqué dans un vol pour Alger dès ce matin. Abdelkader Bouziane était en France depuis 24 ans. Il a 2 épouses, 16 enfants. À Vénissieux, où l'on s'interroge aussi sur le calendrier de cette expulsion. Reportage Didier Guyot, Philippe Fivet. C'est encadré par des policiers que tôt ce matin, Abdelkader Bouziane a été expulsé du territoire français. Après avoir passé une nuit au centre de rétention, il a pris place sur le vol régulier Lyon-Alger de 9h20. Une expulsion qui ne repose sur aucun élément, selon son avocat. L'arrêté entrepris par M. le ministre de l'Intérieur n'allègue aucun fait précis à l'encontre de ce monsieur. Je répète qu'il est en France de manière régulière depuis 20 ans. Abdelkader Bouziane, nous l'avions rencontré hier, 1 heure avant d'être interpellé. Après avoir prêché à Villefranche-sur-Saône et à Lyon, il était devenu, il y a 1 an, l'imam de la mosquée des Minguettes. De pensée salafiste, il assure que le Coran est au-dessus de tout, d'où son discours extrémiste sur la lapidation et l'infériorité des femmes. Un discours dur que condamnent la plupart des musulmans. La communauté musulmane ne veut plus entendre des discours moyenâgeux. Aujourd'hui, la communauté musulmane veut entendre les discours réels, les discours contemporains. Marié à 2 femmes, père de 16 enfants, Abdelkader Bouziane demeurait ici dans le 8e arrondissement de Lyon. Il est décrit comme un religieux discret mais hors du temps, estimant que la France est un lieu impur pour un vrai musulman. Pas question pour autant de cautionner le terrorisme. Ils m'ont posé la question sur ce qui était passé à Madrid. J'étais contre. Contre. Pourquoi? Parce que c'est des innocents qui meurent comme ça. Et pourtant, s'il faut en croire le ministère de l'Intérieur, c'est parce qu'il prêchait des discours de haine et de djihad au sein même de la mosquée qu'un arrêté d'expulsion a été pris. Un arrêté qui date du 26 février. Les propos qu'il a tenus récemment ont précipité son départ. Et ce n'est pas la première fois que l'islamisme radical est montré du doigt à Vénissieux. Les élus de cette banlieue de Lyon admettent d'ailleurs qu'ils n'ont pas toujours été assez vigilants. Mathias Hillion, Paul de Genève. C'était en janvier dernier, déjà à Vénissieux. Un imam est arrêté. Chilali Ben Chelali est soupçonné d'appartenir à un réseau islamiste, la filière dite tchétchène. La famille Ben Chelali habite ce quartier de Vénissieux. 2 des fils sont aussi emprisonnés. Écroué en France, Ménade est soupçonné d'avoir préparé un attentat contre l'ambassade de Russie à Paris. Mourad Ben Chelali est l'un des Français emprisonnés à Guantanamo depuis les attentats du 11 septembre. À Vénissieux, l'islamisme a pu prospérer dans certaines petites salles de prière difficilement contrôlables. Le maire de la ville le reconnaît aujourd'hui. Je pense que peut-être qu'on a été on a fait un peu d'angélisme et qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a des prises de conscience. On n'a pas mesuré les conséquences qu'il y a eu la première guerre du Golfe et on le voit très concrètement maintenant du point de vue des intégristes, les pressions qu'il y a sur les adolescentes, du point de vue vestimentaire, du point de vue de la sexualité. Dounia Bouzar connaît très bien le cas lyonnais. Pour elle, les élus se sont inquiétés des revendications politiques de certaines associations musulmanes, mais n'ont pas cherché à connaître celles qui restaient dans l'ombre. Ils se sont concentrés sur ceux-là qui avaient des revendications citoyennes et ils n'ont pas vu qu'il y en a d'autres qui n'ont aucune revendication de société à côté, mais qui travaillent dans leur coin, qui ont des fonctionnements de secte auprès des jeunes et qui ont eu un large champ pour se construire jusqu'à maintenant
en douceur et sans bruit et sans rien demander à personne. Les islamistes radicaux ne sont qu'une poignée dans les banlieues françaises. Sont-ils tous surveillés? C'est ce que beaucoup d'élus voudraient savoir, après avoir longtemps ignoré la question. Oui, il s'agit en tout cas du 12e arrêté d'expulsion visant un imam depuis juillet 2003. Les autorités françaises ont, semble-t-il, décidé d'être plus sévères. Audrey Goutard, Vincent Ferreira. Paris, section antiterroriste de la brigade criminelle. Régulièrement, des imams sont convoqués ici. Les policiers se sont donnés pour mission de sanctionner les prêcheurs repérés pour leur prosélytisme virulent. Cela fait partie de la lutte contre le terrorisme. Nous, en France, on est très vigilants là-dessus et dès qu'on détecte des imams qui ont des discours de prosélytisme ou des discours radicaux ou haineux, ils sont immédiatement expulsés. Et ce n'est pas une nouveauté. Depuis 2001, ils sont 27 à avoir ainsi été renvoyés hors de nos frontières. Sans parler de ceux qui, faute de pouvoir être expulsés, sont écartés des lieux de culte grâce à une discrète pression policière auprès des recteurs des mosquées. Cette politique fait figure d'exception française, surtout face à nos voisins britanniques. Ils préfèrent laisser les imams intégristes prêcher sur leur sol pour mieux, disent-ils, les contrôler. Mais leur politique est en train de changer. Le type de menace terroriste actuelle est une menace différente de celle qu'il y avait une vingtaine d'années. Donc les méthodes policières, les méthodes de renseignement britanniques doivent évoluer. Et d'ailleurs, les services britanniques sont venus à plusieurs reprises en France pour voir comment nous travaillions de manière à en tirer aussi des enseignements. Des expulsions menées jusque-là sans publicité par Nicolas Sarkozy. Son successeur Dominique de Villepin semble lui décidé à médiatiser ses dossiers. Autre actualité de cette journée, cette nouvelle flambée de terrorisme au Moyen-Orient. On parlera dans un instant de l'Arabie Saoudite. D'abord l'Irak. La ville de Bassora, administrée par les Britanniques, n'est plus épargnée. 3 voitures piégées ont explosé presque simultanément. On compte au moins 68 morts. Christian Autain. Des scènes de chaos qui jusque-là avaient épargné la capitale du sud irakien. Ce matin, 3 attentats à la voiture piégée en 3 endroits différents ont secoué presque en même temps Bassora, la cible des postes de police. 2 autres explosions ont également visé l'académie de police à quelques kilomètres de là. Une attaque coordonnée qui a semé la panique parmi la population. Selon un dernier bilan, 68 personnes ont été tuées et une centaine blessées. Parmi les victimes, une majorité de policiers mais également des écolières. Leur minibus a été déchiqueté par l'explosion. Avec Bassora touché, c'est tout l'Irak qui bascule dans la violence. Pour les autorités irakiennes, le mode opératoire de ces attaques porte la marque d'Al-Qaïda. Les Américains, quant à eux, sont moins affirmatifs. Nous n'avons encore aucune information sur ceux qui sont à l'origine de ces attaques. Mais elles montrent une fois encore que les terroristes veulent tuer le plus de gens possible. Rude journée pour la coalition. Plus au nord à Falloujah, les combats ont repris ce matin, malgré la trêve. En 24 heures, 17 insurgés ont été tués. C'est un nouvel épisode de l'offensive américaine contre ce bastion sunnite. Depuis le début des opérations, plus de 600 Irakiens et 80 Américains ont trouvé la mort. Oui, pas de quoi remonter le moral des troupes de la coalition. Après l'Espagne et le Honduras, c'est la République dominicaine qui annonce le retour de ses soldats au pays. 300 hommes au total. L'opinion publique dominicaine était opposée à cette participation et il y a une élection présidentielle dans un mois. Et puis la Pologne s'interroge également. C'est ce que déclare le Premier ministre sortant, Leszek Miller. Rappelons que Varsovie, qui compte 2400 soldats sur place, avait déjà indiqué s'être senti trompé par les Américains sur la question des armes de destruction massive, toujours introuvables en Irak. Des nouvelles aussi des otages. L'homme d'affaires danois disparu il y a 11 jours a été retrouvé mort par la police irakienne. Son corps a été formellement identifié. Pas de précision pour l'instant sur l'identité de ses ravisseurs. Dans ce pays où règne l'insécurité, une figure émerge, celle des gardes du corps, silhouette à la Rambo. Ils sont mercenaires, anciens militaires souvent, et ne se laissent pas facilement approcher. Voici l'un d'entre eux, Claude Sampère. C'est chaque matin la même routine. Avant de partir au travail, Bill Evans s'équipe. Depuis 6 mois à Bagdad, il travaille comme agent de sécurité pour une entreprise de télécommunications. Ça, c'est un Browning 9 mm de type Scorpion. Et je prends ça aussi, un AK-47. Bill Evans est américain, ingénieur diplômé d'une grande université californienne. Mais il est venu en Irak pour travailler comme agent de sécurité.
Et quand on lui demande pourquoi il fait ça, la réponse est sans ambiguïté. C'est pour payer les factures, pour l'argent, et pour... enfin, pour vivre une nouvelle aventure. À l'heure actuelle, il y a environ 15 000 Occidentaux en Irak qui travaillent comme Bill Evans dans le domaine de la sécurité. Un nombre considérable. Les soldats britanniques, par exemple, ne sont que 9 000 en Irak. Tous sont venus là attirés par les salaires, 100 000 à 200 000 euros par an, selon les risques. Bill Evans sait parfaitement qu'il risque sa vie, même lorsqu'il va simplement prendre un café à l'hôtel du coin. Mais il n'avoue aucune peur. Ce que j'aime aussi, c'est le contact avec les gens. La plupart sont chaleureux. C'est une bonne expérience. Le soir, Bill ne va plus au restaurant, c'est trop dangereux. Alors il s'occupe comme il peut dans sa chambre d'hôtel et il n'oublie surtout pas d'appeler sa mère, pour la rassurer. Depuis un an, 50 gardes de sécurité comme lui ont déjà trouvé la mort en Irak. Autre pays voisin de l'Irak où le terrorisme frappe également, l'Arabie Saoudite, berceau de l'islam et de la famille Ben Laden, première réserve pétrolière du monde. Une voiture piégée a explosé devant le quartier général des forces de sécurité à Riyad. Il y a au moins 8 morts et une centaine de blessés. Depuis plusieurs mois, le royaume est en état d'alerte. Des attentats sont régulièrement déjoués. En mai et en novembre 2003, des kamikazes, je vous le rappelle, avaient fait 52 morts, dont 8 Américains. Le procès Dutroux en Belgique, une question cruciale à l'audience aujourd'hui, celle d'un éventuel réseau pédophile autour de Marc Dutroux. À la barre, l'homme d'affaires Michel Nioul, soupçonné d'avoir aidé l'accusé lors d'un enlèvement. Compte rendu d'audience, Dominique Verdaillan, Jean-François Renouf. Michel Nioul est-il coupable de ressembler à Monsieur Tout-le-Monde ou a-t-il le physique de l'emploi? Depuis 8 ans, cet homme à la réputation sulfureuse nie être lié à l'enlèvement de Laetitia, d'être le maillon principal d'un réseau. Annie Noël, une ex-amie, ne croit pas Nioul capable de tels crimes. C'est un escroc, je ne lui confierai pas mon portefeuille, mais c'est tout, dit-elle. Son ex-conseiller juridique lui offre volontiers un alibi les jours précédents et le jour de l'enlèvement. Ils se sont vus à de nombreuses reprises. Je ne suis pas là pour le couvrir, dit-il. Mais pour d'autres témoins, Nioul a le don d'ubiguïté. Ce couple l'a vu dans leur station-service d'Arlon la veille de l'enlèvement. Il nous a laissé une drôle d'impression, disent-ils en chœur. Je suis certaine et j'affirme que c'est bien Nioul que j'ai vu. Il a payé par carte de crédit et on a vu clairement son nom sur la carte de crédit. L'ennui, c'est qu'à la même heure, Nioul est vu par une famille flamande près de la piscine où sera enlevée le lendemain Laetitia. Quelques heures plus tard, à quelques kilomètres, Marie-Ange croise Nioul près d'une camionnette blanche. Elle ne l'a pas oublié. C'est son regard qui m'a impressionné. Des témoignages contradictoires qui ne permettent pas d'élucider le rôle de Michel Nioul dans un éventuel réseau pédophile. Alors cet après-midi, Marc Dutroux accuse à nouveau Michel Nioul d'être le commanditaire de cet enlèvement. Mais depuis 8 ans, l'homme a tellement menti qu'ici, à Arlon, on ne sait plus qui croire. En France, les suites de la loi contre le voile à l'école. On s'interroge beaucoup depuis son adoption sur l'interprétation du mot ostensible. Eh bien, voici les premières pistes avec le projet de circulaire d'application. Il porte notamment sur les bandanas, mais vous allez le voir, là non plus, rien n'est simple. Éléonore Gay, Thomas Rambaud. Est-ce que Anan, avec cette épaisseur de bandeau, j'accepterais Anan aujourd'hui comme ça? J'ai vu le proviseur en bas, je Anan, il m'a dit tous les matins, on a autre chose à faire que de compter le nombre de centimètres de cheveux. La fin des conflits. C'est ce que certains espéraient avec la loi d'interdiction des signes religieux à l'école. Mais la première version de la circulaire qui précise l'application de cette loi n'est pas si limpide. Selon ce texte, la loi n'interdit pas les accessoires et les tenues, qui même s'ils peuvent être portés, dans certains cas pour des motifs d'ordre religieux, sont aussi portés communément par des élèves. Autrement dit, le bandana, ce petit carré de tissu, pourrait se substituer au foulard islamique. Tout est question d'interprétation. On ne sait toujours pas ce qui est autorisé ou interdit. Nous pouvons craindre avec ce texte qu'il ajoute de la confusion, il ajoute du contentieux et qu'au bout du compte, il soit totalement impraticable, contre-productif et qu'il desserve la loi. Au chef d'établissement de fixer la limite. Inacceptable pour le syndicat des proviseurs. Si cette circulaire n'est pas modifiée, je demanderai bien évidemment à ce qu'il y ait interdiction de l'ensemble des couvre-chefs dans les établissements scolaires parce que ça sera la seule manière de s'en sortir pour les personnels de direction. Autre disposition qui inquiète les enseignants, la loi n'a pas pour objet d'interdire les tenues traditionnelles, là où elles ont été jugées compatibles avec le principe de laïcité. Des termes qui peuvent s'appliquer à l'île de la Réunion où le voile est couramment porté en classe,
Une disposition qui pourrait aussi être utilisée par les Sikhs qui portent traditionnellement le turban. La circulaire définitive sera rendue publique dans 2 à 3 semaines. Depuis quelque temps, le statut des femmes et des jeunes filles dans les quartiers sensibles est au cœur du débat. Un rapport rendu public aujourd'hui vient enfoncer le clou. Il porte sur la pratique du sport et il a été remis au ministre concerné. Oui, la mixité est de plus en plus mise en cause. Oui, les filles sont souvent tenues à l'écart, parfois menacées. Un exemple à Dreux, la ville est citée dans ce dossier. Enquête sur place, Florence Griffon, Éric Mézy. Pour elles, le simple fait de pouvoir s'entraîner est une victoire. C'est peut-être pour cela qu'elles ont autant le sourire. Car dans le quartier, nombreuses sont leurs copines qui ont renoncé à jouer au foot. Il y en a plein qui ont arrêté, ça c'est à cause de leurs frères et tout. Il y en a plein qui, en plus le pire c'est qu'elles jouent très bien. Et puis voilà, puis d'un seul coup elles arrêtent et tout. Tu leur demandes pourquoi, ils vont pas dire c'est à cause de mon frère. Elles vont dire ouais... parce que ça y est, à cause des études et tout. Le frère peut la frapper ou je sais pas moi, qu'est-ce qu'il peut lui faire? Pour eux, on ne doit pas être sur le terrain. Vous devez être où? Enfin, pour certains garçons, on doit être dans la maison et s'occuper de la maison. Leur place sur le terrain, elles doivent donc la défendre à chaque match. Pour les aider, leur mère présente tous les dimanches sur la touche, prête à intervenir en cas d'agression. Et ça arrive régulièrement. Tout ce qui est espace public, à la limite, pour certains, c'est pas la place des filles. Mais qui pense ça? Tous ceux qui utilisent l'argument de la religion pour dire une fille, ça doit rentrer dans le droit chemin, ça doit porter une certaine tenue, ça doit pas montrer ses jambes, ça doit rester couverte, etc. C'est ces gens-là. De fait, les filles sont obligées de s'inscrire dans un club pour pouvoir jouer. Dans la rue, ce sont les garçons et uniquement eux qui occupent le terrain. Face à nos caméras, ils ne reconnaissent pas leur intolérance. Toutes les excuses sont bonnes. De toute façon, ils ne vont pas jouer avec nous. Ça dépend. Souvent, ils jouent entre eux. Parce qu'ils ne savent pas jouer en vrai. Le physique n'est pas le même aussi. Tout à fait. Mais non, c'est pas bien de faire ça. C'est les filles, ils peuvent jouer au foot aussi. Les filles sont donc renvoyées à l'intérieur, loin des regards. Mais même là, l'épanouissement personnel est un combat. Nora adore danser. Pourtant, sous la pression des garçons, elle a dû renoncer. Ce cours de hip-hop est son premier depuis 5 ans. Elle va peut-être s'y remettre. Mais arrivé à un certain moment, on ne peut plus subir, entre guillemets, le regard des gars. En fait, moi, personnellement, ça ne me touche pas vraiment. C'est plutôt envers ma famille. J'ai pas envie qu'ils entendent des échos. Non, mais au contraire, mes parents m'ont toujours dit si t'aimes la danse, danse, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais moi, c'était pas plutôt à cause de mes parents, c'était plutôt... ils voyaient dans les autres familles, les filles à la maison et ce qui suit, pourquoi ma fille, je la laisserais sortir. Non, c'est le regard des gens, ta famille par rapport au regard des gens, en fait. D'après elle, tout se compliquerait pour les filles à l'adolescence. Eux n'en sont pas encore là, ils ont accepté de jouer contre leurs sœurs. Et ce sont les filles qui gagnent. Politique, ce sera sans doute l'un des débats de ce printemps au sein même de la majorité. Pour réduire les déficits, faut-il revoir à la baisse le budget des armées? Jusqu'à présent, il n'en était pas question. Jacques Chirac s'y était engagé. Nicolas Sarkozy n'est pas de cet avis. Première passe d'armes aujourd'hui avec une bataille de communiqués. Alix Bouillaguet. Ce matin, à la sortie du Conseil des ministres, Nicolas Sarkozy confirmait le cap budgétaire, la rigueur pour tous les ministères. Il fallait prendre toutes les mesures pour que les sommes autorisées à dépenser par le Parlement ne soient pas dépassées. C'est tout simple, ça s'appelle un principe de précaution, de manière qu'à la fin de l'année, on ne se retrouve pas dans une situation où les budgets aient explosé. Hier, Bercy avait laissé entendre que la défense serait également touchée par ces économies. Aujourd'hui, chacun y est allé de son communiqué sur l'ampleur de ce gel. Le budget de la défense représente plus de 34 milliards d'euros, répartis à parts égales entre l'équipement et les salaires. Enfin, 5 milliards d'euros sont consacrés au fonctionnement, notamment aux opérations extérieures. Et c'est ce milliard que la défense doit geler. Inacceptable, répond l'entourage de Michel Alliot-Marie, actuellement en tournée dans le Golfe. Le bras de fer est donc engagé avec Bercy. Nicolas Sarkozy souhaite montrer, peut-être avec quelques arrière-pensées, que la défense n'est plus un sanctuaire. Pour l'instant, Jacques Chirac, chef des armées, ne s'est pas encore exprimé.
Un mot des élections européennes. L'UMP a fait connaître ses têtes de liste dans les 8 grandes régions. Parmi elles, Roselyne Bachelot dans l'Ouest, ancienne ministre du gouvernement Raffarin 2, mais aussi Tokia Saïfi dans le Nord, Patrick Gobert en Ile-de-France ou encore Brice Hortefeux, un proche de Nicolas Sarkozy, dans le Centre. L'actualité sociale avec les conséquences de la décision de justice qui a donné raison aux recalculés, ces chômeurs qui protestaient contre la réduction de la durée d'indemnisation. Eh bien, les procédures se multiplient. Ce sont des milliers de demandeurs d'emploi qui veulent maintenant porter leur dossier devant les tribunaux. Céline Crespi, Catherine Juste. Je l'ai su en réalité par la NPO au mois de novembre qui me retirait 6 mois. Cadre mais au chômage, il se croyait pourtant protégé. Aujourd'hui, il vient grossir le flot des chômeurs qui portent plainte contre l'UNEDIC. Au local CGT des Yvelines, les bénévoles voient arriver un nouveau public. 60 à 70% de cadres et techniciens, avec des gens qui avaient de très bons salaires et qui se retrouvent indemnisés aujourd'hui 3 000 €, 1 500 € avec des indemnisations très importantes. Dans 3 mois, les allocations chômage de Jean-Pierre Cassola s'arrêtent. C'est la douche froide. Le couple vivra alors seulement avec le SMIC de madame. Du jour au lendemain, on va se retrouver avec 1 200 €. Quand vous savez que je paye un loyer de 830 €, le loyer tout seul. Et j'ai ma mutuelle, etc. Donc, et j'ai encore un enfant à charge. Car le nombre de chômeurs touchés par la réforme du PAR ne cesse d'augmenter. 265 000 en janvier, il serait aujourd'hui plus de 300 000 selon l'UNEDIC. Les plaintes s'accumulent, il y aurait 500 procédures en cours devant 30 tribunaux. La décision de Marseille la semaine dernière qui a donné raison aux chômeurs contre l'UNEDIC a motivé les recours, comme ici, aujourd'hui à Strasbourg. Depuis jeudi, nous sommes submergés d'appels téléphoniques et de demandes de renseignements. Et nous dirigeons systématiquement les demandeurs d'emploi vers les organisations qui collectent les dossiers. Prochain jugement le 11 mai à Paris. S'il est une nouvelle fois favorable aux chômeurs, les associations s'attendent à une 3e vague de recalculés. Social encore, avec le coup d'envoi des fonds de pension à la française. Jean-Pierre Raffarin a signé aujourd'hui les décrets instituant le PERP, plan d'épargne retraite populaire. Créé par la loi sur la réforme des retraites, il permet de constituer un complément avec à la clé des réductions fiscales. On aura l'occasion d'en reparler. À gauche, François Hollande était à Madrid aujourd'hui. Première visite à José Luis Zapatero, le nouveau chef socialiste du gouvernement espagnol. Sur place, Jeff Wittenberg, Emmanuel Beck. On ne peut pas dire que François Hollande sache vraiment parler l'espagnol. Disons qu'il connaît les mots essentiels pour un homme politique. La victoire, ça tombe bien, c'est un vainqueur que François Hollande est venu voir aujourd'hui. La tête d'affiche du moment de la gauche européenne. José Luis Zapatero, Premier ministre espagnol en poste depuis seulement 3 jours. Le patron des socialistes est reçu lui-même comme un chef de gouvernement. La presse espagnole s'y trompe presque. Je crois qu'il est au gouvernement. Il est dans le parti de Mitterrand, non? Officiellement, ils sont d'accord sur tout. Sur l'Europe, sur l'Irak, sur le Proche-Orient. Et le Premier ministre espagnol, qui n'a jusque-là accordé aucune interview, fait même une petite exception pour parler de son nouvel ami. Je ne dirais qu'une chose, c'est un homme politique brillant. Et vous vous connaissez depuis combien de temps? Depuis 4 ans, c'est la génération qui émerge en France. Étape obligée de la journée madrilène de François Hollande, la gare d'Atocha. Près de 200 morts dans les attentats du 11 mars dernier. Personne n'a oublié que le retour au pouvoir des socialistes en Espagne a eu lieu dans ce contexte-là. La réaction du peuple espagnol a été comprise par le peuple français comme un sursaut civique. Et je crois que la forte participation aux élections régionales et cantonales en France a été pour partie aussi due à cette belle réalisation espagnole. Le Premier ministre espagnol a fait une promesse à François Hollande. Il viendra en France, à Toulouse, tenir un meeting pendant la campagne des européennes. On ne sait pas si le numéro 1 socialiste attend un effet Zapatero, mais apparemment, il aime bien être vu avec lui. Voilà qui nous amène aux questions européennes et à l'élargissement du 1er mai. Direction ce soir, la République tchèque, indépendante depuis la révolution de velours en 89 et la séparation avec la Slovaquie 3 ans plus tard. Un pays grand comme l'Autriche, peuplé de 10 300 000 habitants, capitale Prague, bien sûr. Prague, la rayonnante ville d'histoire et d'architecture, mais derrière la façade qui attire de nombreux touristes, il y a encore les séquelles du communisme. Les retraités, par exemple, apparaissent comme les laissés pour compte de la croissance retrouvée. Sur place, François Baudonnet, José Boulestex. Prague, un dimanche après-midi. Sur la place Venceslas, tous les magasins sont ouverts pour les touristes et les Pragois fortunés. Mais derrière cette façade d'opulence se cache une toute autre réalité. Sur les trottoirs du centre historique,
Ils sont des centaines à faire payer le stationnement, parmi eux beaucoup de retraités, comme cet homme qui ne voudra jamais nous dire son nom. Pendant 35 ans, il a travaillé en usine. Ma retraite officielle est de 250 € par mois. Mon loyer est de 150 €. Il me reste donc que 100 € pour manger. 12 heures par jour sur le trottoir, à 66 ans, il aurait préféré se reposer, mais il est trop pauvre et son cas est loin d'être unique. Mon beau-père a 83 ans. Il a des problèmes cardiaques, mais malgré cela, il est obligé de travailler à mi-temps. 83 ans et un petit boulot pour survivre. Comment vit-on avec 250 € par mois dans une ville où les prix sont ceux de l'Ouest et les pensions celles de l'ère communiste? Pour le savoir, nous nous sommes rendus sur le marché le moins cher de Prague. Devant les commerces à prix cassés, beaucoup de chevelures blanches, des retraités pauvres qui travaillent. À Noël, par exemple, j'ai fait des inventaires dans les supermarchés. Je me suis inscrite dans une agence d'intérim. À 64 ans, je continue aussi à être employée de bureau. Avec ça, j'arrive à m'en sortir. Mais ce qu'elle ne nous dit pas, sûrement par pudeur, c'est que tout cela ne suffit pas. Quelques minutes plus tard, nous la retrouvons par hasard après la fermeture du marché de fruits et légumes. Le temps que nous nous approchions, elle disparaît. Les retraités pauvres, les commerçants ici y sont habitués et certains commencent à les prendre en grippe. Les retraités, ils essaient de voler ma marchandise, surtout quand il y a beaucoup de monde. C'est arrivé à mon collègue. Une vieille dame faisait peser des abricots et pendant ce temps, elle en a glissé 2 dans son petit sac à main. Les retraités sont donc les grands perdants des réformes économiques de ces dernières années en République tchèque. C'est d'ailleurs dans cette catégorie de population que l'on trouve le plus d'eurosceptiques et l'entrée dans l'Europe ne devrait rien arranger car de nouvelles réformes sont attendues. En bref, une disparition inquiétante en Côte d'Ivoire, celle de notre confrère Guy-André Keffer, journaliste franco-canadien indépendant, disparu depuis vendredi. Certaines sources ont fait état de sa mort. Elle n'est confirmée ni à Paris, ni à Abidjan. Des démarches officielles ont été entreprises. Une page s'est tournée aujourd'hui dans une des grandes affaires d'espionnage d'après-guerre. Mordechai Vanunu a été libéré en Israël après 18 ans de prison. Ce nom vous est sans doute inconnu, mais il incarne un épisode rocambolesque de l'histoire des services secrets israéliens. Ce technicien de l'atome avait révélé par conviction des secrets d'État. Il avait 32 ans à l'époque, il en a 50 aujourd'hui et ne renie rien. Jacques Cardoz, Charles Anderlin. Cheveux grisonnants, regard fixe et déterminé, Mordechai Vanunu a le verbe de ceux qui ne craignent rien. Malgré 18 ans de prison, dont 11 à l'isolement pour avoir divulgué des secrets sur l'armement israélien. Je suis fier et heureux d'avoir fait ce que j'ai fait. Je suis très heureux d'avoir réussi dans mon entreprise. Celui qui a franchi aujourd'hui les portes de la prison de Shikma est l'homme le plus contesté de l'État d'Israël. Conspué par ses militants des partis de la droite extrême. Acclamé par des sympathisants antinucléaires. Ancien technicien de la centrale nucléaire de Dimona, Vanunu franchit le pas de l'inacceptable aux yeux des Israéliens. Il vend au Sunday Times les photos et les plans de la centrale. C'est là qu'auraient été élaborées des armes nucléaires, 200 bombes, une arme thermonucléaire et un réacteur. Dès lors, les services d'espionnage israéliens vont tout faire pour l'arrêter. Il est à l'étranger, une femme nommée Cindy est chargée par le Mossad de l'enlever. Voici l'agent telle qu'elle est aujourd'hui. Cindy l'attire de Londres à Rome, opération réussie, un scénario digne d'un roman noir. Vanunu trouve encore le moyen de communiquer. Quelques mots griffonnés sur sa main lors de son retour au pays. J'ai été kidnappé à Rome. Son procès se déroule à huis clos. Ses révélations mettent à mal la politique nucléaire d'Israël. Aujourd'hui encore, il joue les provocateurs. Ce juif marocain converti au christianisme s'est affiché en compagnie d'un prêtre anglican. Vanunu refuse de parler en hébreu. Il réclame l'ouverture de la centrale atomique de Dimona. Autant dire qu'il restera étroitement surveillé par les services secrets israéliens. Une image encore à l'étranger, ces violentes tornades qui ont frappé l'Illinois et l'Indiana aux États-Unis. Il y a 3 morts et 5 disparus. Des immeubles, vous le voyez, se sont effondrés. Les recherches se poursuivent dans les décombres. En France, cette fois, c'est vraiment la fin. Les derniers morceaux de charbon français sortiront de terre après-demain. L'unique puits encore en activité, celui de Creutzwald, en Moselle, va fermer ses portes. Chez les Gueules Noires, les sentiments sont mélangés. Florence Bouquilla, Frédéric Bonne. 40 ans et 22 ans de mine. Pinot est porion d'exploitation à la houve. Sa mission, surveiller les machines et les hommes. La cage le descend 500 mètres sous terre. Puis le tire-mine l'emporte encore plus bas,
Vertigineuse plongée jusqu'à la dernière veine de charbon, à 1000 mètres au-dessous de la croûte terrestre, il pleut des gouttes noires. La haveuse, monstrueuse machine bourrée d'électronique, est l'une des grandes fiertés de Pinault. On prendrait maintenant des anciens, mais quand je parle des anciens, ceux qui ont démarré la mine, qui ont continué, ou même après-guerre, qui verraient maintenant comment que c'est, je crois qu'ils tomberaient sur le cul. Mais la mine agonise, après-demain elle fermera définitivement. La mine, le fond, c'est ancré à l'intérieur de la personne. Ça partira pas comme ça s'effacera pas comme ça. La salle des pendus, où les vêtements attendent patiemment le retour de leur propriétaire. Elle aussi ne sera plus qu'un souvenir, comme la fraternité, les rigolades entre hommes. Bientôt, Pinault embauchera à l'usine, un travail moins pénible sûrement, mais pour lui, le crève-cœur, c'est de savoir que les gueules noires tomberont dans l'oubli. On sent qu'on arrive au bout, quoi, que ça va s'arrêter, que toute cette vie va s'arrêter, quoi, hein, que tout ce que nos anciens ont mis des années à construire, ça va s'arrêter comme ça, on va faire une croix dessus. Il faut penser qu'il y a des bonhommes qui sont morts pour la mine. Et ça va disparaître. Comme ça. Santé avec de nouvelles pistes pour comprendre les maladies mentales. La schizophrénie ou l'autisme par exemple serait visible à l'œil nu grâce à un procédé devenu très performant aujourd'hui, l'imagerie cérébrale. Nicolas Châteauneuf, Daniel Lévy. Et on est parti pour 3 minutes de bruit. Voir son cerveau vivant découpé en tranches, c'est possible, en tout cas en images, grâce à une technique désormais très répandue, l'IRM, pour imagerie à résonance magnétique. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. Avec les progrès dans l'informatique, on peut désormais étudier les troubles mentaux en profondeur. Dans ce laboratoire près de Paris, le cerveau des patients est ainsi reconstitué sur ordinateur dans ses moindres détails morphologiques. Et en étudiant les flux sanguins, même l'activité neurologique peut être mesurée, avec des applications étonnantes. Monica Zilbovicius est une spécialiste de l'autisme. Grâce aux nouvelles technologies d'imagerie, elle a pu déceler sur de nombreux enfants autistes une baisse d'activité de certaines régions du cerveau, des zones liées au langage et à la perception sociale. On peut imaginer qu'un dysfonctionnement de ces régions dont l'autisme pourrait en fait expliquer au moins une partie les difficultés qu'ont ces enfants à se mettre en contact avec l'autre. À gauche, un patient schizophrène, à droite, un sujet normal. Les deux cerveaux fonctionnent différemment. Mais dans le cas de la schizophrénie, les chercheurs ont également détecté une malformation chez de nombreux patients. Hypothèse, cette anomalie survenue lors du développement du cerveau pourrait jouer un rôle dans le déclenchement de la maladie. L'imagerie pourra apporter encore beaucoup d'informations dans toutes les pathologies du cerveau liées à des troubles de son développement. C'est-à-dire les psychoses, certaines formes de dépression, certains troubles anxieux, peut-être certains troubles alimentaires, mais là plutôt pour en étudier les conséquences. Bien sûr, la plupart des troubles mentaux sont complexes et n'ont pas une origine exclusivement physique. Mais grâce à ces nouvelles techniques, les psychiatres imaginent déjà pour leurs patients des traitements plus efficaces et localisés sur certaines régions du cerveau. Santé et coquetterie maintenant, si l'on peut dire. Après les tatouages et les piercings, voici les bijoux pour les yeux, pour l'intérieur des yeux. C'est une innovation néerlandaise. La technique consiste à implanter une pièce de platine dans une muqueuse transparente. Regardez, c'est le cas de le dire, c'est une opération sans danger selon les chirurgiens Nicolas Lemarinier, Nathalie Sapena. Pour ceux qui rêvaient d'avoir des étoiles dans les yeux, des ophtalmologues néerlandais ont trouvé la solution. Les bijoux oculaires. Cette jeune femme a franchi le pas en se faisant implanter un morceau de platine de 3 mm il y a quelques semaines. L'opération effectuée dans cet institut de Rotterdam n'a pris qu'un quart d'heure. Il y a une membrane très fine sur le blanc de l'œil. Nous faisons une toute petite incision sur cette membrane, nous insérons le bijou et l'incision cicatrise toute seule. L'opération s'est faite sous anesthésie locale. Pour l'instant, pas d'infection et la jeune femme semble ravie. Je le vois tous les matins quand je me regarde dans la glace et je me dis, c'est plutôt élégant. 7 personnes ont déjà servi de cobayes pour cette intervention. Peu d'amateurs donc pour cette pratique sans risque mais qui nécessite des précautions chirurgicales. Le risque majeur intervient lorsque l'on met cet implant. On se retrouve en période où on peut avoir un risque d'infection. Donc c'est au moment de la pose où on peut avoir un risque d'infection. Attention, l'originalité a un prix. Pour avoir un cœur ou une étoile dans les yeux, l'opération coûte entre 500 et 1000 euros.
Avis aux amateurs. Les vacances, il a neigé encore la nuit dernière dans les Alpes, mais la plupart des stations vont fermer leurs portes dans les jours qui viennent. À Champs-Rousse, on a décidé de récompenser les derniers fidèles. Les remontées mécaniques sont gratuites toute la semaine. Stéphanie Labrousse, Thierry Simonet sur place. C'est l'une des dernières occasions qu'ils ont d'en profiter. Encore quelques jours d'une neige de qualité et c'est donné. On a appris que c'était gratuit aujourd'hui ici, donc on s'est dit on va monter, on verra là-haut. Gratuité, rien à payer pour les remontées mécaniques, mais peu de domaines peuvent se le permettre. Ici, 75% des skieurs viennent à la journée, l'inverse des grosses stations. Il s'agit donc d'encourager la venue d'une clientèle de proximité, très aléatoire en fin de saison. C'est une bonne idée et puis ça pousse les gens à venir. Peut-être que ceux qui connaissent pas la station, ils vont venir parce que c'est gratuit. Pour ceux qui payent 24 €, c'est sûr que c'est intéressant. Surtout pour le panorama. D'accord, gratuité ou non, le soleil décide seul de son arrivée. Mais la fréquentation, elle, est en hausse par rapport à la même semaine l'an passé. Pour cette promo cadeau, la station n'a pas oublié évidemment de faire ses comptes. Seuls 20% des remontées mécaniques sont ouvertes. Si nous avions toutes les remontées mécaniques ouvertes, tout notre personnel, on ne pourrait pas se permettre de faire des gratuités. Nous avons pris cette décision parce que notre charge est très faible, puisqu'on a très peu d'appareils ouverts. Ça nous permet de donner une autre image des stations et de permettre aux gens de voir qu'au printemps, ça peut être exceptionnel également. La gratuité comme outil de promotion, à ce jeu-là, tout le monde n'est pas gagnant. Les commerçants auraient aimé quelques retombées financières, mais le client consomme peu. Pour les skieurs, par contre, c'est l'occasion de finir la saison en beauté, jusqu'à dimanche. Après, c'est terminé. Cinéma, on connaît désormais la sélection officielle pour Cannes. Côté français, Agnès Jaoui, Olivier Assayas et Tony Gatliff seront en lice. Côté acteur, entre guillemets, il faudra aussi peut-être compter avec les intermittents du spectacle. Ils s'étaient déjà invités aujourd'hui. Pascal Deschamps, Hervé Pozzo. Jamais une caméra n'a été autorisée à filmer leur réunion. Les 28 membres du Conseil s'apprêtent à entériner une sélection officielle tout juste bouclée, lorsque soudain, une trentaine d'intermittents s'engouffrent dans la salle en quelques secondes. Ils veulent que le Festival de Cannes prenne position dans le conflit. On ne peut pas demander à des gens d'agir sous la pression. Aujourd'hui, c'est pas une pression. Après 45 minutes de discussions animées, les membres du Conseil acceptent de rédiger à la hâte un communiqué. Il souhaite que ce dialogue aboutisse rapidement à des solutions qui passent par la remise en cause du protocole et assurent la pérennité du régime dans le cadre de la solidarité interprofessionnelle. Le festival s'engage aussi à proposer, je cite, des formes d'expression pendant la manifestation, comme au printemps de Bourges. Les intermittents en prennent acte et quittent les lieux. La suite des événements reste incertaine. C'est un problème qui dépasse le Festival de Cannes, c'est un problème humain, c'est un problème où il y a une véritable souffrance. Et des négociations sont en cours, vous le savez. Nous ne voulons rien faire qui puisse gêner ces négociations. Cannes 2004, un festival assiégé, ironie du sort, le siège de Troie sera au cœur d'une superproduction américaine, projetée hors compétition avec pour la première fois sur la croisette, Brad Pitt. Il n'y a personne d'autre? Si, il y aura aussi Tom Hanks en compétition avec les frères Cohen, le nouveau film d'Emir Kusturica, le réalisateur aux 2 Palmes d'Or, le très attendu documentaire du trublion Michael Moore ou encore le retour du monstre vert Shrek 2. Côté français, beaucoup d'appelés et peu d'élus, Agnès Jaoui, Olivier Assayas et Tony Gatliff, qui l'a appris de la bouche même du sélectionneur, Thierry Frémaux. Mais c'est génial, c'est vraiment ça me fait plaisir parce que je m'y attendais pas comme ça, vraiment, mais je suis fou de joie, vraiment. Hein. Tous seront départagés par Quentin Tarantino et son jury, tandis qu'un autre chouchou des Français, Pedro Almodovar, fera l'ouverture hors compétition. Sport football, Monaco généreux, Monaco terreur de l'Europe. Confirmation hier soir encore, les joueurs de la Principauté ont battu les Anglais de Chelsea 3-1 en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Une rencontre un peu spéciale dans la guerre des nerfs sur le gazon. Toutes les armes ont semblé bonnes à prendre. Manuel Tissier, Nathalie Jourdan. Marcel Desailly sait faire preuve de tendresse avec ses amis. Mais quand on le colle d'un peu trop près, le grand Marcel peut aussi jouer des coudes. L'arbitre n'a pas vu ce mauvais geste hier soir. Mais les caméras ne l'ont pas manqué et Desailly risque une suspension pour le match retour. Claude Makelele, lui, a joué la comédie et provoqué l'exclusion du monégasque Zikos. Bref, les 2 Français de Chelsea n'ont pas fait de cadeau à Monaco. Choquant peut-être pour le grand public, mais cet après-midi à l'entraînement, les vainqueurs n'avaient pas envie de polémiquer. Malheureusement,
Le vice fait partie de la panoplie du footballeur de haut niveau. C'est dans le feu de l'action, donc on ne peut pas condamner. Il y en a eu beaucoup, il y en aura encore. Moi, ce que je vois, c'est le résultat, score final. Voilà. Chacun il fait ses propres choix, ses propres... J'ai rien d'autre à dire. Avant que le match ne tourne au vinaigre, les deux équipes ont fait jeu égal en première mi-temps. But de Perso pour Monaco et réponse de Crespo côté anglais. Après la pause, c'est une autre histoire. Les Monégasques, surmotivés par l'exclusion de Zikos, écrasent le match. Morientes d'abord, puis Nonda, juste après son entrée en jeu, donnent un précieux avantage avant le match retour. Ce sera la dernière marche avant la finale. Marcel Desailly pourrait bien la manquer. Comme Chelsea, il a sans doute dit au revoir à la Ligue des Champions. Voile, c'est parti pour la transatlantique Lorient-Saint-Barth. Course en double avec escale. 31 monocoques strictement identiques au départ. La ligne a été coupée tout à l'heure au large de la Bretagne en début d'après-midi. Il devrait rallier la Guadeloupe d'ici une quinzaine de jours. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet. La drogue dans une famille bourgeoise, comment protéger les enfants, c'est le thème ensuite de la soirée sur France 2. Téléfilm d'abord à 20h55, Mon fils c'est inconnu avec Christophe Malavoie. Et puis à 22h50, ça se discute avec Jean-Luc Delarue. 1h20, dernier journal Jean-Claude Renaud. 2h moins le quart, des mots de minuit, Philippe Lefebvre. Dès 6h30, Télématin, dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra la ministre déléguée aux Affaires étrangères, Claudie Aigneret. On se quitte sur un happy birthday. Elisabeth II a eu 78 ans aujourd'hui. Traditionnel tir des canons, mais elle n'y assistait pas. En revanche, hier, la souveraine inspectait les troupes de la cavalerie. Joyeux anniversaire, Majesté. À demain.